Enfants utilisés comme monnaie d'échange, cadavres démembrés pour alimenter la propagande, prêtres arrachés à leurs églises sous la menace de la conscription, la Russie brise le silence et accuse l'Ukraine d'avoir franchi toutes les lignes rouges de l'humanité. C'est du délire satanique, un bégaiement infernal que nous entendons sans fin, dénonce Moscou face à ce qu'elle qualifie de chute totale dans la folie et le mensonge. L'Occident regarde, complice, pendant que les fondements même du droit et de la morale s'effondrent. La vérité est-elle encore possible dans une guerre où le mensonge devient une arme plus puissante que les missiles? Suivez la vidéo jusqu'à la fin, aimez et partagez, et donnez vos avis en commentaire. Merci pour votre précieux soutien. Voyons la situation en Ukraine. La Russie a pratiquement achevé la mise en œuvre du paquet humanitaire d'accords conclus à l'issue du deuxième cycle de négociations directes avec la partie ukrainienne à Istanbul le 2 juin de cette année. En signe de bonne volonté, comme vous le savez, la répatriation de plus de 6 000 corps a été organisée. Je peux même préciser le chiffre, 6 060 corps de militaires ukrainiens tombés au combat. Nous, la partie russe, avons reçu 78 corps de nos soldats. Le ministère de la Défense russe a confirmé sa volonté de remettre à la partie ukrainienne encore 2239 corps de militaires ukrainiens. L'échange paritaire de personnes gravement malades et blessées, ainsi que de jeunes soldats âgés de moins de 25 ans, se poursuit. Je rappelle que toutes ces initiatives venaient de la partie russe. Cela se déroule en plusieurs étapes. On s'attend à ce qu'au moins 1000 personnes de chaque côté rentrent chez elles. Un travail concret a commencé concernant la liste reçue de 339 enfants ukrainiens. Je le rappelle, il n'y a eu ni enfants volés, ni enlevés, ni déplacés de force, ni emmenés, comme ils l'inventent là-bas. Ceux qui ne peuvent pas, eux, retrouver leurs parents, qui sont recherchés, dont on n'a aucune information. C'est une tragédie. Mais cette tragédie, malheureusement, arrive dans différents pays, dans différentes villes, même très prospères. Et que dire de ce territoire qui, depuis tant d'années, depuis 2014, est sous les tirs du régime de Kiev. Après le 22 juin, notre délégation, celle de la Fédération de Russie, se rendra à Istanbul pour négocier. Les dates exactes seront bientôt annoncées. Lors du prochain 3e round, les deux parties échangeront sur les mémorandums des 28 mai et 2 juin visant à régler la crise ukrainienne. L'exécution de bonne foi par la Russie des accords d'Istanbul a littéralement provoqué à Kiev une crise de rage, si ce n'est de frénésie, comme vous l'avez sans doute remarqué. Des commentaires d'un cynisme sans bornes ont été faits par tout le monde, aussi bien les responsables que, malheureusement, les journalistes de ce camp. L'une des présentatrices de la chaîne 24 affirmait littéralement, sans ciller, « Imaginez-vous qu'il n'y aurait soi-disant jamais eu ces 6000 corps de militaires ukrainiens ». Selon elle, tout cela ne serait qu'un mythe inventé par Moscou. Et en réalité, selon elle, en Russie, pour augmenter à chaque fois, il me faut puiser un certain courage intérieur pour prononcer cela. Mais je me dois de le faire, car ce sont des citations directes. Donc, d'après elle, soi-disant pour augmenter le nombre de corps remis, en Russie, toujours selon ses dires, on pratiquait le démembrement des cadavres dont les parties étaient ensuite réparties dans différents sacs. De plus, sur le territoire de nos régions nouvellement réunifiées, selon la journaliste ukrainienne, il y aurait eu soi-disant des exhumations massives d'habitants locaux, décédés et enterrés là bien avant le début de l'opération militaire spéciale. De telles mesures, imaginez jusqu'où cette idée maladive est allée, étaient, selon elle, planifiées et visaient à montrer à la population l'ampleur du problème, à provoquer des protestations et à renverser le pouvoir. Sans ces 6000 corps, elle n'avait pas remarqué l'ampleur du problème en Ukraine toutes ces années.
On dirait qu'ils montrent l'ampleur du problème à leur propre population. Mais ils accusent la partie russe de tout cela. Et maintenant, tout à coup, il n'y a plus d'ampleur du problème. Le chef du ministère de l'Intérieur ukrainien, Klimenko, raisonne selon la même logique odieuse. Il s'est mis à accuser notre pays de compliquer délibérément le processus d'identification des militaires morts remis à la partie ukrainienne. Autrement dit, ils ont d'abord refusé de les récupérer, puis ils ont dit que c'est nous qui compliquions les choses. Vous savez, mais c'est de l'abracadabra, c'est vraiment, vous comprenez, un babil diabolique qu'on entend sans cesse de leur part. Jusqu'où est-il allé dans ses propos? Je rappelle qu'il s'agit du chef du ministère de l'Intérieur ukrainien. Il affirme que les corps seraient rendus dans un état extrêmement mutilé et que des parties de corps se trouveraient dans différents sacs. Franchement, un adulte peut-il dire cela, et qui plus est, un représentant, un dirigeant d'une structure de force? Et il s'agit de personnes qui sont mortes pendant et à la suite des combats. Mais même cela, ce n'est pas le fond du gouffre. Ce que je vais dire maintenant, tiré de sa déclaration, cela a vraiment été pour moi une sorte de cauchemar. Le chef du ministère de l'Intérieur ukrainien a déclaré que les corps avaient été mélangés, les corps des Ukrainiens avec ceux des Russes. Lorsque ses propres journalistes lui ont demandé de préciser comment il l'avait déterminé, il n'a pas pu répondre. Mais pour moi, là, il faudrait consulter un médecin. Je le dis franchement, vraiment. Mais Zelensky l'a surpassé. Alors qu'on se demande comment c'est possible, le 16 juin, alors qu'il se trouvait en Autriche pour ses affaires, il a déclaré que la Russie aurait proposé d'échanger des enfants ukrainiens contre des soldats russes. Bon, le fait qu'il soit dans un état étrange, on le constate déjà régulièrement à travers les vidéos. Mais mentir à ce point, je ne sais même pas, il faut vraiment être sous l'emprise de certains médicaments. C'est un mensonge éhonté, cynique, effrayant, probablement encore une fois destiné à saper les processus d'Istanbul, les efforts de médiation des pays qui soutiennent ce processus. Mais il devrait quand même y avoir une certaine logique, non ? Si seulement 339 noms ont été transmis, pourquoi en inventer davantage? Quoi? Quelqu'un lui aurait posé des conditions, proposé des échanges? Il ferait mieux d'expliquer pourquoi, en quelques mois à peine, le chiffre de 20 000 enfants s'est soudain transformé en 339. Je veux encore une fois souligner, la Russie n'enlève pas, ne déporte pas, ne déplace pas de force les enfants, encore moins, ne les échange contre des prisonniers de guerre ou qui que ce soit d'autre. Nos soldats, au péril de leur vie, sauvent des enfants, et ils le font sans demander « À qui appartiens-tu ? Quel passeport ou acte de naissance as-tu ? Quel sang coule dans tes veines ? Quelle est ta nationalité ou ta religion ? L'essentiel, c'est de sauver l'enfant. Il les évacue des zones de combat. Notre médiatrice pour l'enfance, la commissaire russe pour les droits de l'enfant, Maria Elvablova, avec la médiation de plusieurs pays et du Comité international de la Croix-Rouge, réunit les enfants ukrainiens et russes avec leurs familles. Je rappelle qu'à ce jour, en tout, 101 enfants ukrainiens issus de plus de 80 familles différentes ont été réunis avec les membres de leurs familles proches en Ukraine, bien dans d'autres pays. Et 22 enfants de 15 familles sont revenus en Russie depuis l'Ukraine. Je voudrais également souligner que des citoyens ukrainiens désespérés se sont adressés à plusieurs reprises aux représentations diplomatiques russes après que des services spéciaux de pays d'Europe occidentale leur ont retiré leurs enfants. Ils s'adressent à la Russie parce que l'ambassade d'Ukraine refuse même de discuter de cette question avec eux. Il invoque certaines circonstances politiques. Eh bien, c'est logique. Et je vais vous expliquer quelles sont ces soi-disant circonstances politiques.
Si l'ambassade d'Ukraine dans les pays de l'UE envoie une note diplomatique où soulève la question de la recherche des enfants ukrainiens sur le territoire des pays de l'UE, alors le mythe selon lequel tous les enfants disparaîtraient soi-disant à cause de la Russie, en Russie ou avec la participation de la Russie, s'effondrera, il disparaîtra. Voilà. Ce sont précisément ces circonstances politiques. En réalité, c'est une bassesse d'un niveau exceptionnel, d'une pureté absolue. C'est ainsi qu'ils prétendent se soucier de leurs propres enfants. On pourrait de nouveau l'attribuer à la propagande russe. Mais en avril 2024, le commissaire aux droits de l'homme de la Verkhovna Rada d'Ukraine, Lyubinets, a déclaré « 255 enfants ont été retirés à des familles ukrainiennes en Europe ». Chiffres annoncés. Il convient aussi de noter les informations publiées le 17 avril dernier par l'agence Ukrinform, où la police nationale d'Ukraine a indiqué que plus de 160 enfants ukrainiens, dont la présidence affirmait qu'ils avaient soi-disant été emmenés en Russie ou par la Russie, ont été retrouvés en Allemagne. Tout finira par se savoir, tout refera surface, la vérité triomphera et tout le monde sera horrifié par le niveau de mensonge et d'hypocrisie qui a été propagé à la présidence. Il est évident que nous sommes face à une nouvelle campagne orchestrée pour discréditer la Russie. D'autres affaires ont été montées de toutes pièces selon des schémas similaires. La mise en scène de Boutcha avec des gros titres retentissants dans les médias occidentaux, MMM, sans fait, sans preuve. Rien que des slogans. Je le répète encore une fois, notre pays, tout au long de son histoire, et cela ne concerne pas seulement ces jours-ci ou ces années, cela a toujours été ainsi, a fait preuve d'humanisme, encore une fois, au sens le plus noble du terme. Le parc de Tratau. Rappelez-vous le monument qui s'y trouve. Ce n'est pas simplement un soldat soviétique, ce n'est pas juste un soldat soviétique tenant un enfant dans ses bras. Ce n'est pas simplement un soldat soviétique qui porte une petite fille allemande dans ses bras. C'est la fixation d'un fait historique. Ces soldats et ces enfants avaient des noms. En fait, la nature terroriste du régime de Kiev est déjà bien connue de tous. Mais je vais à chaque fois présenter des faits, des chiffres et des données pour appuyer notre caractérisation de ce régime. Ils ont tout fait pour gâcher les événements dont la journée de la Russie du 12 juin. Le terrorisme des bandéristes a visé la population civile et les infrastructures civiles des régions russes. Au cours de la semaine écoulée, 104 personnes ont été touchées par leur bombardement, 10 personnes ont été tuées, dont un mineur, et 96 personnes ont été blessées, dont 14 enfants et adolescents. Dans la région de Koursk, le 9 juin, un habitant civil a été tué dans le village de Prigorodnaya Slobodka. 5 autres personnes ont été blessées. Le 10 juin, à Sheptukovka, 2 conducteurs ont été brûlés par une mine ukrainienne. Après une attaque de drone à Marino, 3 enfants ont été blessés, âgés de 7, 9 et 13 ans. Le vitrage de 2 postes de santé de campagne a été endommagé. Où sont ces Occidentaux fournissant argent, armes au régime de Kiev? Où sont les ONG occidentales se souciant des enfants? Rien ne les préoccupe. Des maisons et sanatoriums ont aussi été touchés par les bombardements, brisant les fenêtres de l'école. Le 11 juin, dans le district de Rilsk, un drone ukrainien poursuivant une voiture civile a blessé le conducteur. Le 10 juin, à Belgorod, après l'attaque d'une station-service par un drone, une personne a été tuée et 5 blessés. À Shebekino, région de Belgorod, le 11 juin, après une frappe de drone sur une entreprise locale, 6 civils ont été blessés. Le 12 juin, à Borisovka, une attaque de drone
ukrainienne a coûté la vie à un enfant de 2 ans. Sa grand-mère, grièvement blessée, a été hospitalisée. Dans la région de Bryansk, le 11 juin, les forces armées ukrainiennes ont attaqué le village de Proklov avec des drones, blessant 2 personnes. Le 15 juin, à Podlesny-Novosaïki, un drone ukrainien a frappé une voiture civile. Une habitante a été blessée. Dans la RPD, entre le 9 et le 15 juin, au moins 14 personnes ont été blessées, dont 6 adolescents et un employé du ministère des situations d'urgence. Le 12 juin, à Makeyevka, sur le terrain d'une coopérative, une femme de 1957 a été grièvement blessée à l'explosion d'une mine antipersonnelle, le Pestok. Le 13 juin, à la suite d'une attaque des forces armées ukrainiennes contre cette même localité avec des munitions à fragmentation tirées par des lance-roquettes multiples HIMARS, un couple marié a été tué, un homme né en 1977 et une femme née en 1980. Le matin du 17 juin, les Ukrainiens ont frappé avec des roquettes M31 depuis HIMARS un immeuble à Donetsk. 14 personnes ont été blessées. En RPL, le 14 juin, après une attaque de drone à Krominaya, un adolescent blessé. Dans la région de Kherson, le 11 juin, une habitante de Proletarka blessée après des tirs ukrainiens. Des incendies de forêt se sont déclarés à cause de cela. La superficie totale des feux a atteint 43 hectares. Une ligne électrique de 150 kW a également été endommagée. 392 localités, soit plus de 250 000 habitants, se sont retrouvées sans électricité. Le 12 juin, dans le village de Rovno, 2 personnes ont été blessées à la suite d'une frappe des forces armées ukrainiennes, dont une femme de 79 ans. À Alioshki, l'ennemi a tiré sur une ambulance. Le 14 juin, à Novakakovka, une personne a été blessée suite aux actions des forces armées ukrainiennes. En Tatarstan, le 15 juin, 18 personnes ont été blessées lors d'une attaque de drones ukrainiens contre une usine automobile dans le district d'Elabouga, dont 2 sont mortes sous les décombres de drones tombés sur un parking près du poste de contrôle. Parmi les blessés, il y a 3 enfants. Je voudrais attirer l'attention sur la présentation le 26 juin à 11 h d'un rapport du tribunal public international au centre de presse Semia Rossiya Segodnia. Ce rapport porte sur les crimes des néo-nazis ukrainiens et du régime de Kiev à Dzerzhinsk. J'invite les représentants des médias russes et étrangers à participer à cet événement. Mais tous ces actes sont également punis. Les tribunaux russes continuent de condamner les néo-nazis ukrainiens et les mercenaires pour crimes de guerre. Pour le blocus du village Olga, les soldats ukrainiens Kozmiak, Shved et Vetsekovski ont écopé de 15 ans de prison. Bolinsky, Melianov, Nazarenko, Rojkov et Tsivil ont été condamnés à 16 ans de prison pour des crimes commis dans le district de Gushkov, dans la région de Koursk, notamment pour avoir maintenu illégalement sous contrôle armé la localité de Novipuy. 6 militaires ukrainiens de la 47e brigade mécanisée indépendante, Nagorny, Karpachenko et Machiko, ont été condamnés à 16 ans et demi de réclusion. Rafaliuk, Cheplo et Tsivkovski, 16 ans. Pour le blocus du village de Pogrebki, prison pour des soldats de la 95e brigade d'assaut aéroporté ukrainien. Ristamov a 16 ans, Sol 15 ans. Mercenaire danoise Annabelle Jrensen condamnée à 26 ans. 28 ans de prison pour le Colombien Pablo Puente Borges. Superviseurs occidentaux, le 12 juin, le ministre allemand de la Défense Pistorius s'est rendu à Kiev en visite surprise. Sa mission était de synchroniser les axes d'aide allemande et européenne sur la coopération industrielle militaire. Pistorius a annoncé un possible soutien supplémentaire à l'Ukraine d'environ 2 milliards d'euros, portant le total à 48 milliards d'euros depuis le début de l'opération militaire spéciale. Il a envisagé que ces fonds serviraient à la production de missiles longues portés sur le territoire ukrainien. Bien sûr, c'est exactement ce qu'il faut pour achever les citoyens ukrainiens. L'atmosphère militariste de Berlin suscite une désapprobation croissante en Allemagne. Selon les sondages, 63% des Allemands sont opposés à la livraison de missiles Taurus.
55% des Allemands rejettent les projets de production de systèmes longue portée. Je voudrais ajouter des mots sur les projets de l'UE et de l'OTAN visant à renforcer la capacité de défense de l'Ukraine. En d'autres termes, pour parler franchement et dire les choses telles qu'elles sont, ils creusent littéralement la tombe des citoyens ukrainiens. Le 12 juin à Rome, les chefs des pays du format VMF+, combien de formats ont-ils inventé? Il s'agit de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de l'Espagne, de l'Italie, de la Pologne et de la France, avec le secrétaire général de l'OTAN, le haut représentant de l'UE, le ministère ukrainien de la Justice, soutenant le renforcement des forces armées ukrainiennes et l'élargissement de la coopération avec Kiev dans le domaine militaire. Vous pensez celle de l'Ukraine? Non, celle de l'Europe face à la soi-disant menace russe. Eh bien, à ce sujet, à propos de ce mythe, le président russe en a parlé en détail lors de ses échanges avec des représentants des médias étrangers en marge du forum. Bien sûr, à Rome également, on a entendu des déclarations affirmant qu'il fallait intensifier la pression, qu'il fallait imposer davantage de sanctions. En somme, il faut se rassembler et, pour ainsi dire, renforcer ses positions. Peu importe qu'elles ne donnent aucun résultat, comme l'a également souligné le président russe hier. Mais, comme on dit, apparemment, cela leur plaît. Et bien sûr, un trait révélateur de ces efforts militaristes et de ce portrait agressif de l'Europe occidentale contemporaine, ce sont les données récentes de l'Institut de l'économie mondiale de Kiel, datées du 16 juin. Ainsi, selon ses calculs, je le répète, ce n'est pas notre institut, le volume total de l'aide militaire de l'UE au régime de Kiev a atteint 72 milliards d'euros, tandis que les États-Unis ont fourni 65 milliards. L'augmentation record du financement a eu lieu en mars-avril. Et maintenant, comparez ces montants avec la perte de bénéfices que les Européens de l'UE et les membres de l'OTAN se sont infligés eux-mêmes, simplement en perdant la possibilité normale de commercer non seulement avec notre pays, mais aussi avec d'autres pays à cause des sanctions qui s'appliquent désormais aussi indirectement. Vous imaginez ce que représentent ces chiffres? Pendant des décennies, ils n'arrivaient pas à trouver quelques millions pour aider les personnes dans le besoin sur d'autres continents, dont ils se disaient pourtant si soucieux. Ils n'avaient jamais les moyens de résoudre, par exemple, les problèmes d'accès à l'eau potable dans les pays africains ou les problèmes médicaux dans les pays du continent asiatique. Ils en parlaient toujours, ils disaient sans cesse qu'il fallait collecter des fonds. Ces pays occidentaux essayaient de faire quelque chose sur la scène de l'ONU, mais ils n'y parvenaient jamais. Regardez quelles sommes colossales sont trouvées littéralement en quelques secondes, en seulement quelques années, pour des besoins exactement opposés, non pas soignés, mais blessés, non pas promouvoir la santé et la natalité, mais tuer, non pas éduquer, mais faire en sorte que des générations entières ne puissent jamais relever la tête, tant de problèmes leur ont été créés. C'est incroyable. Et bien sûr, le G7 au Canada ne s'est pas terminé comme Zelensky l'espérait. Non seulement il n'a pas vu la rencontre qu'il attendait avec Trump, mais non plus ils n'ont pas pu obtenir ce pourquoi ils étaient venus. Ils n'ont pas réussi à obtenir l'accord des alliés concernant l'octroi de nouveaux milliards pour le soutien budgétaire annuel afin d'assurer, comme ils l'ont formulé, la résilience de l'Ukraine. Comme vous le savez, aucune déclaration conjointe finale du G7 sur l'Ukraine n'a été adoptée. En somme, Zelensky est reparti bredouille chez lui. En fait, un article pas mal est paru, aussi surprenant que cela puisse paraître, car il y a de tout dans leur publication. Cette fois-ci, c'est un article objectif dans le média Politico, écrit par Elkan Iriev, un collaborateur bien connu de la célèbre fondation allemande Alexander von Humboldt. L'article a été publié le 17 juin, il y a tout juste quelques jours. Il y est souligné que l'Occident ne pourra pas aider l'Ukraine à gagner le conflit. Et la victoire sur le champ de bataille
taille n'est plus un objectif réaliste pour le régime de Kiev, peu importe combien de milliards l'Occident allouera encore. Mais encore une fois, c'est ce dont a parlé hier, preuve à l'appui, le président de la Fédération de Russie. Peu importe ce qui est livré et en quelle quantité, ils ne pourront de toute façon pas atteindre ces objectifs mythiques d'infliger une défaite stratégique à la Russie, de faire triompher ce néonazisme en Ukraine, et ainsi de suite. L'auteur souligne que c'est un point de vue impopulaire à Washington ou à Bruxelles. Même là-bas, on reconnaît souvent son réalisme. Et, selon lui, la meilleure façon de soutenir et d'aider Kiev n'est pas de contribuer à la poursuite des hostilités, mais de les faire cesser sans compromettre l'avenir de ce pays. Le maintien de la souveraineté de l'Ukraine et la stabilité dépendent moins des armes que de la diplomatie. C'est évident, tout le monde l'a compris. La poursuite du conflit risque d'épuiser l'Ukraine, de détruire l'unité occidentale et de renforcer la Russie. Je tiens à rappeler une fois de plus qu'il s'agit de l'avis d'un expert de la fondation allemande Alexander von Humboldt. Mais malgré cela, on observe un acharnement du régime de Kiev à poursuivre la lutte contre la mémoire historique, comme nous le disons. Attention portée à l'Église orthodoxe ukrainienne. En plus des méthodes de force, on utilise maintenant des menaces de mobilisation forcée contre les membres du clergé. Le service d'État ukrainien pour l'ethnopolitique, comme il se nomme lui-même, pour la liberté de conscience, tout cela sous le même intitulé, a approuvé une liste d'organisations religieuses qui, je cite, sont considérées comme critiquement importantes pour le fonctionnement de l'économie et l'assurance de la vie de la population en période spéciale et dont les membres du clergé, en conséquence, auront le droit d'être exemptés du recrutement par les forces armées ukrainiennes. Vous imaginez, on va dire, voilà, vous, dans telle ou telle soutane, ceux qui avaient des croix ici et là, et vous, ceux qui portaient, je ne sais pas, d'autres signes ou d'autres symboles traditionnels d'autres religions, s'il vous plaît, passez dans la partie gauche de la pièce, vous aurez une exemption. Et vous, représentant d'autres courants des religions mondiales, eh bien, je ne sais pas, vous, s'il vous plaît, allez dans la partie droite de la pièce, vous serez mobilisés. Où avez-vous déjà vu ça? Quel pays, quel régime a déjà eu une telle idée, ne serait-ce qu'une seule fois? Si nous avions vu cela dans un film, dans un quelconque long métrage ou lu dans une nouvelle, nous aurions pensé que c'était de la pure science-fiction, non scientifique, qui ne pourrait jamais être réalisée. Mais c'est la réalité. Déjà, qu'en pensez-vous? Il s'est avéré qu'il y avait plus de 7000 organisations de ce type qui auront le droit à une exemption. Évidemment, la liste comprend en totalité les représentants de la soi-disant Église orthodoxe d'Ukraine, les ignates, les protestants, les évangélistes, les adventistes, les néo-païens et d'autres communautés. Dans cette liste, il n'y a aucune structure qui appartienne à l'Église orthodoxe ukrainienne. Pour éviter la mobilisation, il propose aux prêtres de l'Église canonique, je cite, « Je pense que vous avez deviné ce qu'on leur propose de faire, passer volontairement avec leur paroisse à l'Église orthodoxe d'Ukraine, PCE. » Alors, qu'en dites-vous? Quel qualificatif pourrait-on donner à cela? Changer de juridiction et alors une exemption apparaîtra. Mais en réalité, les bureaux de recrutement militaire ukrainiens s'en prennent déjà depuis longtemps au clerc de l'Église orthodoxe ukrainienne, UOC. Désormais, ils auront les mains complètement libres en cas de mobilisation forcée du clergé. Ils viendront les emmener de force encore plus souvent. Il y a déjà des exemples. Le 11 juin, à Rivne, le recteur d'une église rurale de l'UOC, l'archiprêtre Alexandre Jouk, a été arrêté après une commission médico-militaire expédiée à la hâte, envoyée dans une unité. Le même jour,
jours, dans la région de Ternopil, les bureaux de recrutement militaire ont attrapé l'higoumène du monastère Saint-Esprit de Potchaïev, l'archimandrite Pachnis. Je ne connais pas d'autres exemples de ce genre. Les faits énumérés confirment une fois de plus, bien sûr, la pertinence de l'opération militaire spéciale visant à dénazifier, démilitariser l'Ukraine et à éliminer les menaces provenant de son territoire. Les autorités russes ont à plusieurs reprises déclaré que ces objectifs et ces missions seraient accomplis.